Bonjour à tous, c'est Thompson de la chaîne To The Moon. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Celle-ci ne sera pas une série, mais plutôt un épisode spécial. Alors, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Sur ce, c'est parti. 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, suivi de Buzz Aldrin, pose les pieds sur la Lune. Cette mission comporte 3 hommes, si l'on compte Michael Collins qui restera dans le module de commande. Lors des 6 missions qui auront atteint la Lune, 12 hommes se seront posés à sa surface, 12 hommes, mais pas une seule femme. Seulement, il ne faut pas oublier que lors du programme Apollo, c'est pas moins de 4000 personnes qui ont travaillé sur ces missions. Dans ces 4000 personnes, l'on peut compter des femmes, et aujourd'hui, nous allons voir les plus remarquables d'entre elles. En 1958, sous le mandat du président Eisenhower, la NASA est créée. Le président suivant sera John Kennedy, qui lancera la course à la Lune en 1961. Mais même avant la création de la NASA, une femme a su se démarquer dans le monde aérospatial, un monde à l'époque essentiellement constitué d'hommes. Cette femme, c'est Katherine Johnson. En 1953, elle rejoint la NASA, elle a alors 35 ans. Après avoir obtenu son diplôme de français et de maths avec le plus haut niveau au lycée, Katherine décide en 1939 de s'en lancer dans une université de mathématiques. Il lui faudra l'aide du gouverneur de son état, la Virginie occidentale, et l'accord de la Cour suprême pour permettre à cette jeune afro-américaine de continuer ses études aux côtés des Blancs en pleine époque de ségrégation. Mais malgré tout, elle finit ses études supérieures. Elle se lance alors dans l'enseignement, mais cela ne la satisfait pas. Elle se dirige donc dans la recherche et se consacre purement aux mathématiques. Finalement, en 1952, la NACA publie un avis de recherche d'emploi. Katherine est sélectionnée en 1953 et rejoint le centre de recherche de Langley. Pendant 5 ans, elle travaillera au poste de Colored Computer, soit ordinateur de couleur, avec ses collègues noirs à l'écart de travailleurs blancs. Et à partir de 1958, Katherine et son équipe rejoignent les autres institutions de recherche afin de travailler ensemble sur un programme de vol habité. Donc en 1961, la NASA est créée. Elle verra s'envoler grâce à ses données et ses calculs Alan Shepard, qui sera le premier américain dans l'espace. Et près de 8 ans plus tard, elle travaillera aux côtés des hommes afin de calculer les trajectoires d'un vaisseau spatial vers la Lune. Katherine restera longtemps dans l'ombre, comme beaucoup d'autres femmes de la NASA dans ces années-là. Mais en 2015, elle reçoit du président Obama la médaille présidentielle de la liberté. Madame Johnson nous a quittés en 2020, à l'âge de 101 ans. Elle laissera derrière elle un héritage inoubliable, celui d'avoir brisé les barrières du sexe et de la couleur. En 1952, Judith Love Cohen rejoint les effectifs de North American Aviation en tant qu'apprentie. Elle a alors 17 ans, et 5 années plus tard, elle se retrouve diplômée de l'école Verterbi, une école d'ingénieurs. Déjà avant, Judith était une élève brillante. Décidée à enseigner, elle se tourne peu à peu vers l'apprentissage des mathématiques. Elle finit alors majeure de sa promotion dans cette discipline au lycée, le lycée de Brooklyn à New York, ville où elle a grandi. Mais après son mariage avec un certain Bernard Siegel, elle partira s'installer en Californie. Mais revenons à nos études supérieures. Judith travaille donc à North American Aviation en tant qu'élève ingénieur, en parallèle de suivre ses études. Études où elle sera la seule femme à suivre ce long cursus fastidieux. À la suite de ces années d'études, elle sera embauchée par Space Technology Laboratories, qui deviendra un an plus tard, soit en 1958, TWR pour Thomson Removal Worldwide. En l'espace de 33 ans, Love Cohen travaille aux côtés d'hommes afin de concevoir le monde spatial encore tout jeune. TWR est d'ailleurs à l'origine du premier engin spatial américain dans l'espace, Pioneer 1, ainsi que les Pioneer 10 et 11, faisant partie des sondes les plus loin de la Terre à l'heure actuelle. Ils sont aussi créateurs du LEM, ou atterrisseur lunaire des missions Apollo. Et c'est là qu'on en revient à Judith. En 1970 est lancé Apollo 13 et lors du voyage entre la Terre et la Lune, l'équipage s'aperçoit de ce qui semble être une fuite. Ils annoncent à Hudson « Nous avons un problème ». Ils sont alors à quelques milliers de kilomètres de la Terre et aussitôt des équipes d'urgence sont mises en place au sol. Il est décidé d'employer le Abort Guidance System, manœuvre qui sauvera l'équipage de la mission. La personne qui a travaillé sur cette manœuvre, vous vous en doutez, c'est Judith Love Cohen. En 1990, elle se retire du métier d'ingénieur et se consacre à l'écriture. En 2002,
TWR sera racheté par Northrop Grumman et développe toujours des satellites, la preuve avec le James Webb, successeur au télescope spatial Hubble. Quant à Cohen, elle s'éteindra en 2016 à l'âge de 82 ans. Cette femme est l'exemple même de la réussite féminine dans un monde à l'époque masculin. Nous sommes en 1959, la NASA a lancé le programme Mercury, visant à amener des hommes dans l'espace. Et pour que ces 7 hommes qui s'envoleront entre 1961 et 1963, il faut qu'ils soient tous en forme. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir un personnel du corps médical attitré. Et c'est une femme qui remplira ce rôle. Son nom, Dee O'Hara. En 1959, le lieutenant de l'USS Force, O'Hara, est assigné à la base de Patrick, à Cap Canaveral en tant que médecin. 6 mois après l'annonce de Mercury 7. Elle devient la première infirmière de la NASA. Pendant 5 ans, elle travaillera au poste de médecin, dans ce qui deviendra plus tard le Kennedy Space Center, mais revenons sur son travail de suivi des Mercury 7. En quelques mois, elle gagne la confiance de 7 astronautes et devient plus qu'infirmière, elle devient leur confidente. D'ailleurs, dès le début de sa carrière dans le hangar d'entraînement des astronautes, le hangar S, on lui demandera de se lier aux futures idoles américaines afin de savoir des informations qu'il n'aurait pas partagées avec d'autres médecins habilités à annuler leur vol. Après le programme Mercury, O'Hara partira de l'armée pour rentrer officiellement à la NASA. En 1964, elle déménage au Meade Space Center, plus tard Johnson Space Center, pour le programme Gemini. Elle retournera au lieu de lancement pour suivre le vol de chaque astronaute. Elle travaillera également avec leur famille, ce que n'a jamais fait les 5 chirurgiens de l'équipe. Dans les bons moments, comme lors d'Apollo 11 pour les premiers pas sur la Lune, ou dans les mauvais moments lors de la tragédie d'Apollo. Elle restera cadre de 1967 à 1997. Aujourd'hui à la retraite, Madame O'Hara reste dans la mémoire des astronautes pour être une pionnière qui a suivi les plus grands de l'histoire et être la première infirmière de la NASA. Tout le monde a déjà entendu parler de Apollo 11, premier équipage à être allé sur la Lune. Moins de personnes savent que lors de cet alunissage, une alarme de l'ordinateur de bord s'est déclenchée. Cette alarme, c'est la 1202. Elle est liée à une priorisation des tâches pour la phase de descente sur la Lune. Une prouesse technique à l'époque pour une machine ayant une puissance plus petite qu'un téléphone des années 2005. Mais encore moins de personnes savent qui a programmé cette priorisation des tâches. Ce qui m'emmène à vous dire que cette personne est une femme. Son nom, Margaret Hamilton. Margaret est originaire de Paoli en Indiana. Une fois ses études secondaires finies, et étant passionnée par les maths et le codage encore tout nouveau, elle partira à Michigan faire une licence de mathématiques. Elle déménage à Boston pour pouvoir soutenir son mari en études de droit à Harvard. Cependant, elle ne s'arrête pas là pour son apprentissage des maths. Avant de rentrer en master, le MIT pour Massachusetts Institute of Technology, qui l'a vite repéré, lui propose un poste de programmeuse. Sans hésiter, elle accepte la proposition. Elle commence donc à 24 ans à travailler sur des programmes de prévision météorologique avec des PC vieux de 100 ans. Elle travaillera un court temps sur le programme SAGE de l'armée visant à détecter des appareils volants sur le ciel américain. C'est quelques années plus tard qu'elle rentrera à la NASA. Travaillant tard et élevant seule sa fille, elle sera obligée de l'emmener au travail malgré les critiques de ses collègues masculins. En 1968, plus de 400 personnes travaillent sur le système d'exploitation du vaisseau Apollo. Avec les techniques de travail de l'époque, la quantité de travail est colossale. Margaret est l'une des premières responsables de ce programme et elle sait qu'à la moindre erreur, c'est la vie des astronautes qu'elle pourrait faire perdre. Alors elle ne comptera pas ses heures et travaillera sans relâche. Lors de la mission Apollo 11, elle se verra la mise avec son système de priorisation des tâches, permettant à l'humanité de se poser et marcher sur la Lune. Madame Hamilton ne sera récompensée qu'en 2016 par le président Obama, qui lui décernera la médaille présidentielle de la liberté. Margaret Hamilton reste aujourd'hui une pionnière de l'informatique logicielle et comme elle l'a dit, nous n'avions pas d'autre choix que d'être des pionnières. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo présentant quelques-unes des plus grandes femmes de la NASA. J'espère que cet épisode spécial vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner vos idées de vidéos. Sur ce, c'était Tom Sol de la chaîne To The Moon. Bye bye.